C'est le moment de m'arrêter moi-même et de reprendre. Nous accueillons 3 personnes qui sont venues de loin, de Bretagne, qui ont leur passeport en règle pour quitter ce territoire extraterritorial. Et donc nous accueillons Julie Pierson, Quentin Ruot et Laurence David, qui vont nous parler d'une extension pour quantifier l'évolution du trait de côte. En même temps, en Bretagne, au moins, ça, ils ont du sujet. On peut peut-être les relancer ? Allez, c'est parti. Merci beaucoup. Je me présente donc Quentin Ruot, ingénieur d'études à l'Université de Bretagne occidentale. Et donc, avant de vous présenter l'extension sur laquelle on a travaillé, je laisse mes collègues se présenter également. Laurence David, ingénieure d'études CNRS, et j'ai cartographe sur ma fiche de poste. Bonjour, Julie Pierson, comme Laurence. Voilà. Et donc on a travaillé ensemble et avec d'autres collègues sur une extension pour quantifier les évolutions des traits de côte. On va revenir un peu sur en quoi ça consiste un peu plus tard, mais avant un peu le contexte dans lequel ce travail s'est effectué. En fait, il s'est fait en lien étroit avec l'Observatoire des risques côtiers en Bretagne, qui est un observatoire d'études des trajectoires de vulnérabilité aux risques côtiers en Bretagne et qui a aussi des missions d'accompagnement des collectivités dans la gestion des risques côtiers. Et donc, c'est porté par l'Institut universitaire européen de la mer, qui est le pôle mer de l'Université de Brest. Et donc, dans cette université qui intègre un ensemble de laboratoires, il y a depuis une vingtaine d'années des recherches entre ces laboratoires de manière collaborative sur la gestion des risques côtiers qui a débouché sur la nécessité d'intégrer à la fois l'observation des dynamiques physiques et humaines lorsque l'on parle des risques côtiers, en intégrant notamment 4 composantes dans cette approche. Et donc il y a vraiment dans cet observatoire et l'université des questions à la fois académiques et opérationnelles et de la co-construction entre les chercheurs et les acteurs du territoire dans les appuis, dans le développement des outils qu'on peut mettre à disposition, des indicateurs spatiaux, etc. Et donc dans ce cadre-là, il y a un ensemble d'outils qui sont mis à disposition, des outils open source qui permettent de bancariser à partir de nos bases de données PostGIS des données spatiales et de croiser un certain nombre d'informations et de traiter, en fait, aussi réaliser des traitements cartographiques en direct, en accès pour les utilisateurs. Et donc, plus spécifiquement, ce sur quoi on va travailler, on a travaillé pour cette extension, c'est la quantification des évolutions du trait de côte sur le littoral. Et donc, quand on parle de trait de côte, c'est quoi ? En fait, le trait de côte, c'est pour les personnes qui ne sont pas forcément dans le domaine littoral, c'est un des indicateurs de l'érosion côtière. L'érosion côtière qui est vraiment la perte de sédiments, que ce soit de la vase, du sable, des galets, sur le littoral. Et pour identifier cette érosion-là, on peut utiliser le trait de côte, qui est grossièrement la limite entre la terre et la mer et qu'on peut déterminer sur le terrain en identifiant la limite de végétation, c'est le trait violet que vous voyez ici, ou à partir d'images aériennes ou d'images satellites, en numérisant le trait de côte manuellement entre 2 dates. Et donc ensuite, à partir de ça, on peut, sur les secteurs, quantifier les évolutions, ici en mètres, avec un recul entre 1950 et 2010, par exemple, ou une avancée, plus sur le secteur ouest, de 50 mètres sur cet exemple ici en Bretagne. Et donc, il y a déjà un certain nombre d'outils qui existent pour calculer ces évolutions littorales. Mais il n'y avait aucun outil qui nous satisfaisait l'ensemble des contraintes qu'on avait, que je détaillerai juste après. C'est des outils qui, dans la méthode, en fait, consistent à générer des radiales perpendiculaires au littoral et sur chaque radiale, quantifier les évolutions en plus ou en moins qu'on va avoir, donc soit l'érosion quand le trait de côte recule, soit les avancées du trait de côte. Et donc et c'est des outils qui peuvent être soit payants, soit pas forcément aussi accessibles qu'on le souhaiterait, et également aussi pas forcément disponibles à ce moment-là. Les 2 outils présentés, la MobiTC et DESA, sont en cours de migration ou de refonte. Donc et il y a d'autres types d'outils, donc ça c'est les outils un peu à droite, COSAT et SAED, qui eux permettent de numériser de manière automatique les traits de côte et d'alimenter ces outils, et notamment l'extension qu'on va vous présenter. Je ne m'attends pas trop sur ces outils-là.
Et donc par rapport à ça, maintenant qu'on a vu le contexte un peu, on avait un certain nombre de contraintes pour répondre aux besoins de différents types de publics, que ce soit les collectivités littorales avec lesquelles on travaille, les techniciens notamment, des universitaires, des autres observatoires régionaux ou voilà, des étudiants qui avaient nécessité d'avoir un outil qui soit accessible, donc c'est pas un grand public mais qui ne nécessite pas un haut niveau technique en SIG, qui soit libre et qui puisse réaliser des traitements qui s'adaptent à l'ensemble des types de littoraux qu'on va avoir en Bretagne. On a un littoral qui est très très sinueux et qui rend un peu plus complexe ces calculs. Et donc c'est notamment pour ces raisons qu'on s'est basé sur une approche basée sur les surfaces perdues ou gagnées, contrairement à ce que je vous présentais tout à l'heure où on calculerait les évolutions le long de radial, donc avec une information ponctuelle. On va, avec l'exemple par exemple du secteur 3 tout à droite, prendre l'ensemble de la surface perdue sur un secteur et en déduire un taux d'évolution en mètres par an entre deux périodes considérées. Donc voilà, c'est une approche qui permet de mieux intégrer les littoraux très sinueux, pour faire simple. Donc on s'est porté sur ça, avec l'objectif aussi derrière de pouvoir avoir un outil qui permette de créer un indicateur régional de manière automatique sur tout le littoral breton, de manière assez automatique, et qui permet ensuite d'alimenter aussi l'observatoire régional. Et donc c'est pour ça qu'on s'est porté sur une extension QGIS pour réaliser ce travail, et donc qui sera présenté tout de suite par mes collègues. Donc comment est-ce qu'on s'y est pris, sachant qu'aucun de nous trois n'est développeur informatique. Donc c'est la diapo un peu pratico-pratique. Donc on a utilisé les deux extensions QGIS, Plugin Builder et Plugin Reloader, pour pouvoir créer un squelette du plugin et puis recharger facilement l'extension à chaque modification. Alors, la deuxième puce, c'est pour anticiper les questions. On n'a pas utilisé QGIS Plugin Templater, qui semblait intéressant pour créer des plugins, mais peut-être un peu plus compliqué pour des non-informaticiens. S'il pouvait y avoir un atelier l'année prochaine là-dessus, ce serait cool. On n'a pas utilisé d'outils spécifiques de débugage, d'ailleurs, je ne sais pas s'il y en a, ce serait intéressant. On s'est contenté d'ajouter les couches intermédiaires, de regarder ce qui s'était passé, d'afficher des messages dans QGIS. Et on a utilisé Git comme outil de versionnement et les tickets GitLab pour tout ce qui est gestion de projet pour communiquer entre nous. Au niveau du processus, on a commencé par discuter du principe à 3 et aussi avec les autres membres de l'équipe qui ne sont pas présents aujourd'hui. Ensuite, on a créé des modèles avec le modeleur QGIS qui ont constitué le prototype de l'outil. Et on est passé en Python, donc avec forcément quelques écarts au modèle. En Python, on peut prendre quelques raccourcis, mais en gardant le principe général. C'était un processus itératif. On a fait quelques allers-retours avant de trouver une méthode qui tienne bien la route, parce qu'effectivement, le littoral est compliqué. Il y avait pas mal de cas particuliers qu'on n'avait pas anticipés. Et tout au long de ce processus, on a testé. Ça prend pas mal de temps, et on a rédigé la documentation de l'outil. Alors, vu que l'outil est assez complexe, on s'est posé la question de savoir quels paramètres rendre accessibles ou non aux utilisateurs finaux. Donc, soit on n'en met pas beaucoup et on a quelque chose qui est très simple à utiliser, mais pas très puissant. Soit on en met trop et on a un machin qui est super parce qu'on peut faire plein de choses, mais dont personne ne sait se servir. Alors, on n'a pas de réponse toute faite à ça. On n'a pas encore les retours, notamment des collectivités territoriales. Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est de bien documenter l'outil et de bien documenter le code aussi, parce qu'on sait qu'il y a peut-être certains paramètres qu'on va devoir rentrer ou sortir, et donc comme ça, ce sera plus facile de le faire. Je reviens rapidement sur la question de l'hébergement. Donc, voilà, on est employé par des organismes publics, donc pour nous c'était important d'héberger le code sur une forge institutionnelle hébergée en France. Donc c'est ce qu'on a fait. Le code est accessible à tous, mais par contre cette forge ne permet pas la création de tickets par des personnes en dehors du monde de la recherche. Ou alors il faut demander une création de compte au support du GitLab et c'est pas très pratique. Donc du coup on a décidé, on ne l'a pas encore fait, mais très bientôt, créer un miroir sur Codeberg
pour pouvoir avoir à la fois un hébergement institutionnel et la possibilité pour des personnes en dehors du monde de la recherche de participer à l'outil, ce qui est quand même le but. Voilà. Alors, après le cadre méthodologique et conceptuel présenté par Quentin, et puis la partie logiciel et Python par Julie, moi je vais vous présenter rapidement un peu ce que fait notre plugin. Alors, il est en 4 étapes. On a choisi de justement paramétrer des étapes séparées. On aurait pu tout mettre dans un seul plugin qui faisait un peu boîte noire, et puis hop, ça faisait tout notre traitement, c'est très bien. Or, à l'utilisation et avec les retours aussi des collectivités, ils peuvent avoir des intrants dans le modèle, ou enfin dans le plugin, qu'ils ont déjà en catalogue et qui n'ont pas besoin de recréer. Alors, le premier élément sur lequel on a buté, c'est que quand on numérise des traits de côte, que ce soit sur le terrain avec des DGPS ou par photographie aérienne, il y a des interruptions. Donc la première étape du plugin, c'était donc de compléter les interruptions de façon automatique. Donc on intègre dans la couche, en fait, là j'ai matérialisé des interruptions, bon elles sont immenses, hein, mais voilà. Dans la vraie vie, c'est pas aussi grand, pour pouvoir après fermer le polygone. Donc sur l'outil, il y a la possibilité de choisir l'écart maximum pour compléter le plugin. Truc là. Waouh. Et vous êtes ébahis là. Hein. Bon. Donc ensuite, pour faire tous ces calculs, ils s'effacent tous. C'est plus facile après pour parler devant tout le monde, en fait. La deuxième étape, c'était de créer la ligne de référence qui va se baser sur un des traits de côte et qui permettra après de générer des transects. Alors là, la ligne de référence, on peut mettre tous les traits de côte qui nous concernent et puis de choisir, il y a des paramètres de concavité, de distance par rapport au trait de côte. Donc ça, c'est des paramètres que l'opérateur choisit. Ce qui permet ensuite, donc on a le trait de côte, et de créer la ligne de référence qui vient en gris par la suite. Troisième étape. On a notre ligne de référence, nos traits de côte sont rentrés dans l'application, et là, il faut créer les transects. Alors, l'idée, c'était d'aller de la date la plus ancienne à la date la plus récente, en partant depuis la ligne de référence, de façon perpendiculaire, puisqu'on a un littoral très découpé. Alors, dans l'Aquitaine, ça marche super, mais dans le Finistère, voilà. Donc, on avait quelques contraintes. Donc, ce qui nous permet de générer, en fait, des... Ça marche avec ça? Oui. Là, comme ça, vous les voyez? Donc des transects qui partent de la ligne de référence, qui vont au trait de côte ancien jusqu'au trait de côte le plus récent. Alors quelquefois, il y a des petits bugs, mais vous ne l'avez pas vu. Donc une fois que ça c'est fait, c'est la troisième étape du plugin, on passe à vraiment toute la partie du calcul. Alors là, il y a plein d'étapes où on va rentrer justement le trait de côte le plus ancien, le trait de côte le plus récent, la période temporelle entre ces deux traits de côte de référence. On va y mettre notre ligne qui a été générée automatiquement par le plugin, ou si quelqu'un a une ligne de référence en banque, il peut la mettre là, la couche de transect, et puis ensuite on va pouvoir paramétrer, si on ne l'a pas fait avant, la distance entre les transects. Il y a tout ça qui déroule, et ensuite, hop, voilà. Donc ça, c'est un petit peu toutes les étapes. Donc on a les deux traits de côte, on génère entre ces deux traits de côte une polygonisation. Ensuite, les transects vont venir couper tous ces polygones. Il y a un calcul de surface qui permet de quantifier par secteur. Là, je n'ai pas mis les valeurs, mais dans la table, par secteur, le recul ou l'accrétion. Ça permet d'avoir une carte synthétique après de zones en érosion ou en accrétion. Et à la fin, les valeurs sont reportées sur la ligne de référence
pour donner les tendances d'évolution du littoral. Donc là, il y a un gros bug sur la carte, parce que c'est marqué que c'était en mètres. Et donc si vous voyez les valeurs, vous imaginez bien que le recul, là, il est vachement... Bon, en fait, c'est en centimètres. Je propose que tu continues chaque phrase comme ça. Ouais. Il te reste du coup 20 minutes finalement. Ouais, c'est ça. C'est cool. Donc voilà, et donc là j'ai juste remis, ça c'est une partie du résultat du modeleur pour quelques étapes. Voilà. J'ai juste oublié un truc qui me semblait important. Je vais revenir rapidement. Pardon. Ouais, j'ai oublié quelque chose qui me semblait important à dire. C'est que vous voyez sur ce schéma, en fait, il n'y a pas forcément besoin de savoir faire du code pour participer au développement d'un plugin. Table de conception, la création du modèle, le bêta-test et la documentation, tout ça, ça peut être fait par... Il n'y a pas besoin de savoir coder pour le faire. Voilà. Donc on l'a vu là, l'outil, que ce soit on peut à l'ensemble des étapes, même dans la production des données, donc si on passe par la numérisation de traits de code, réaliser l'ensemble des traitements via l'application QGIS et l'extension sur laquelle on a travaillé. Et il nous semblait important de revenir sur quelques points qu'on a été confrontés pendant ce travail, et notamment le fait de, dans le code, bien faire apparaître les étapes de traitement et les commentaires, ce qui nous a aussi bien aidé parce que voilà, ce travail il s'est étalé aussi sur plusieurs semaines, voire années, et donc il a fallu à chaque fois se remettre aussi dans ce projet, et donc le fait de commenter, d'avoir voilà, une structure un peu claire, même si voilà, il y a toujours de l'optimisation qui est possible, c'est quand même, en termes de retour d'expérience, voilà, ça peut sembler basique, mais ça semble quand même important à rappeler, avec aussi, et ça en projet, la possibilité plutôt d'essayer de se concentrer pendant une ou deux journées. Ça a été un peu compliqué pour nous de travailler pendant, par exemple, 2 jours seulement sur cette action. Et donc ça peut être voilà, un des éléments qui peut permettre d'être plus efficace aussi sur ce genre de développement où il y a pas mal de détails, pas mal d'étapes et avec des projets où on travaille à plusieurs aussi. Et justement, c'était aussi justement un challenge à ce niveau-là, mais aussi un intérêt de se travailler à plusieurs, puisque on a donc entre nous 3 et avec les autres partenaires de l'équipe différentes compétences qui ont permis d'apporter voilà, un peu à chaque étape du projet, que ce soit sur la partie thématique, géomorphologique du littoral, risque, besoin pour les acteurs, ou alors l'aspect un peu plus technique sur les langages de programmation ou les modèles qu'on a pu utiliser. Et donc voilà, ça a permis de renforcer l'outil de séance de travail en séance de travail. Et ensuite, maintenant, à partir de ce travail qui est quasiment finalisé, on a des idées sur l'amélioration en nombre de types de sorties avec des résultats en surface par année perdus, donc des taux, des unités différentes en sortie, qui ne seraient pas très compliquées à ajouter vu les données que l'on a actuellement. La possibilité d'intégrer plusieurs traits de côte aussi. Là pour l'instant, les différentiels se fait entre 2 années à chaque fois. Dans d'autres outils qui sont disponibles, on peut avoir des quantifications d'évolution du trait de côte qui intègrent plusieurs dates et avec lequel on aurait affecté aussi une pondération à certaines années qui, par exemple, auraient des incertitudes plus importantes. Et puis, comme l'a dit un petit peu Julie, on va essayer aussi de prendre en compte les retours utilisateurs via le miroir Git via Codeberg ou via des enquêtes, en sachant qu'on a déjà eu quelques retours de différents types de publics, des gestionnaires de collectivités, des étudiants de master et des doctorants qui ont utilisé l'extension qui était en cours de développement dans leurs travaux. Et voilà. Et enfin, un dernier point sur la pérennité de l'extension. C'est le cas pour cette extension, et je pense que c'est le cas pour d'autres extensions QGIS ou même d'autres outils en dehors de QGIS. C'est voilà, la maintenance et l'alimentation de cette extension dans le temps, en sachant que, voilà, et ce qui explique aussi l'étalement du projet dans le temps, c'est qu'on fonctionne sur projet. Et donc voilà, il faut réussir à dégager du temps sur le maintien de ces outils. Donc on a plusieurs pistes par l'observatoire, des pôles de données de la communauté de recherche ou des observatoires nationaux sur la thématique du littoral pour ça. Voilà.
J'espère qu'on est dans les temps. Merci de votre attention. Si on peut répondre aux questions. Alors, derrière vous, il y a un mur, vous n'irez pas plus loin. Donc, il faut au moins l'un de vous qui s'approche doucement, peut-être, en glissant, comme ça. Comment c'était ? J'ai raté. Est-ce qu'il y a des questions sur ce trait ? Ouh ! Merci, Mickaël. Bonjour, Mickaël Louchin de Société 3 Lise. Je voulais déjà vraiment saluer votre travail parce que il y a 10 ou 5 ans, on n'aurait pas vu ça. C'est-à-dire que votre plugin, j'ai l'impression qu'il a surtout été un point d'entrée pour permettre aux gens d'utiliser en fait toutes les boîtes à outils, tous les algorithmes de la boîte à outils traitement. Et en fait, vous n'êtes pas parti sur des développements Python, SQL ou autres. J'ai l'impression complexe, mais vous avez juste orchestré comme il faut avec vos données et vos besoins comment utiliser les différents algorithmes dans le bon sens, sans faire les bonnes sorties. Et l'avantage de ça, vous parliez pérennité, et vous êtes sur la base de QGIS qui va évoluer, mais votre plugin, il va être facile à maintenir grâce à ça. Et je pense que c'est vraiment, j'invite tous ceux qui veulent faire des plugins à toujours penser, on va d'abord utiliser la boîte à outils traitement. Et si besoin, on peut faire un algorithme spécifique qui ne serait pas existant et du coup on peut le partager via le plugin. Donc déjà ce point-là, je trouve vraiment intéressant. Et je voulais juste poser la question sur, vous parliez pérennité aussi et partage. Est-ce que vous avez partagé en dehors de la communauté francophone ou française même ? Parce que ce sujet du trait de côte, il est super sensible et je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs dans le monde de la géomatique, même open source, qui travaillent par ailleurs. Est-ce que vous avez un retour d'expérience ? Est-ce que vous avez prévu dans vos prochaines étapes un porté à connaissance vers ou autre international ? Alors, pendant que vous préparez votre réponse, parce que je vous vois un peu hésiter, est-ce que les prochains intervenants ou le prochain intervenant peut s'avancer pour gagner un peu de temps sur le planning, soit Augustin et Félix ? Voilà. Vous pouvez répondre à la question de Mickaël. La troisième. Merci pour la question. En fait, alors déjà, c'est un travail qui est qui est quasiment finalisé, mais on n'a pas encore travaillé sur la partie internationale. Le public visé initialement, c'était avant tout les gens avec qui on travaille en fait un peu tous les jours, les collectivités dans l'appui, dans la gestion des risques côtiers. Donc, fallait que les contraintes, en tout cas, soient intégrées pour ces acteurs-là et pour les spécificités du littoral breton. Et derrière, vu que l'extension est accessible, que l'ensemble des personnes, que ce soit nationales ou internationales, puissent s'en emparer. Parce qu'à partir du moment, on va dire, à partir du moment où le plugin est fonctionnel sur la Bretagne, on peut le dire qu'il est fonctionnel sur beaucoup des littoraux en France moins complexes. Oh l'autre. Et il n'a pas vu autour du pont d'Avignon. C'est important. Les territoires littoraux. Après, du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire après. Du coup, on n'a pas encore prévu les communications, en tout cas, à l'international. On est international. Il est Ok, merci. Désolé pour ma mauvaise blague. Merci, on va conclure là cette séance. Juste. Ou alors je vous ai classé direct en... Non, j'ai fédéré toutes les questions de ce secteur-là, il n'y en a que 2. Première, c'est le nom du plugin. Et la deuxième, c'est est-ce que vous travaillez avec de la donnée Z en 3D pour faire les calculs ? Et est-ce que c'est pertinent ? Parce que peut-être que ça n'a pas d'incidence. Pour la deuxième question, non, on n'utilise pas le Z. Ça peut être intéressant de mesurer le Z lorsqu'on numérise le trait de côte au pied d'ouvrage, par exemple, pour voir la fluctuation en Z du sable sur un littoral qui ne bougera pas, car il est artificialisé. Mais là, non, c'est vraiment, on reste sur un plan XY pour les différentiels, mais par contre, on utilise l'ensemble de la surface entre 2 années. Et la première question, alors l'outil s'appelle Coastline Change, mais on n'est pas sûr encore, on n'est pas encore sûr de le fixer ce nom. Notamment, on se pose la question de le passer, de le franciser un petit peu, potentiellement parce que le public principal initialement c'était les acteurs breton français quoi. Ouais, c'est ça. Merci. Donc il sera traduit en breton, pour.
Merci bien. C'était super.